Chers téléspectateurs, nous sommes aujourd'hui le samedi 12 octobre 2024 et nous tenons à être fidèles à notre rendez-vous. Pour le rendez-vous de ce jour, nous allons de façon introductive évoquer deux aspects qui semblent occuper l'actualité nationale, surtout africaine. Le premier aspect que nous voulons évoquer, c'est toujours la publication du livre de Robert Bourgi, où il y a un certain nombre de révélations qui sont faites concernant la France-Afrique, où il y a beaucoup de choses. Beaucoup ont même choqué beaucoup d'Africains. Ils se sont posé la question, pourquoi maintenant, surtout que Bourgi a été un élément central, un élément pivot dans ce système. Pourquoi c'est le moment qu'il a choisi? Que vise-t-on à travers cela? Et il y a des choses fortes qui ont été dites. Nous en avons retenu quelques-unes. La première, c'est ces mallettes qui se baladaient entre les capitales africaines et Paris et la France notamment, venant des chefs d'État africains pour l'élite politique française, pour les dirigeants, les responsables politiques français. Et ça a choqué beaucoup de gens parce que c'est de l'argent qui partait des pays dits pauvres. Parfois dit en voie de développement qui allait vers des pays développés, des sommes extrêmement importantes dans des pays où les systèmes d'éducation, les systèmes de santé, les routes, les autres aspects posaient un certain nombre de problèmes. Mais enfin, nous avons vécu, puisqu'on a même suivi le récit des djembés, je crois, qui provenaient du Burkina Faso pour aller à Paris. Mais nous avons particulièrement été préoccupés par un certain nombre d'aspects qui touchaient le président Laurent Gbagbo. La première, c'est qu'il était dit qu'il avait gagné les élections, alors qu'on a suivi l'épisode qui a tourné vraiment à un drame. Et on a vu comment le président Laurent Gbagbo avait finalement été arrêté pour qu'on apprenne aujourd'hui qu'il avait gagné les élections. Bon, mais on enregistre. L'autre aspect qui nous a également préoccupés, toujours s'agissant du président Gbagbo, c'est lorsque le président Sarkozy aurait déclaré, suite au refus du président Laurent Gbagbo de s'exécuter sur un certain nombre d'affaires, et que le président Sarkozy a déclaré « je vais le vitrifier ». Et s'agissant de Marcoussis, c'est Dominique de Villepin qui va dire qu'il va tordre devant. Un jour, j'ai accompagné un ambassadeur d'un pays africain, le Gabon. C'était l'ambassadeur du Gabon à Paris. Je l'accompagne, Chirac était président de la République. Et je prends rendez-vous, mais les rendez-vous à l'Élysée, M. Perelman, ça n'était pas dans le bureau du général qu'occupait M. Chirac. C'était dans le bureau de Dominique de Villepin, qui, depuis la mort de Jacques Foucard, a été fait par Chirac le réceptionnaire de tout cela. C'est là que ça se passait. Et donc, nous allons avec l'ambassadeur du Gabon à Paris, porteur de la mallette, je ne l'ai jamais porté, attention, porteur de la mallette, nous allions dans la voiture diplomatique à l'Élysée, toujours garé avenue Marigny, on passait par le portail de l'avenue Marigny. Plus discret. Et, pardon ? Plus discret. Beaucoup plus discret. Mais la plaque 43 CMD1, ça se voit immédiatement. Et on montait à l'étage où était le secrétaire général de l'Élysée. Nous rentrions dans le bureau du secrétaire général. Ça va, monsieur l'ambassadeur et tout. Mais les éléments de langage avaient été donnés déjà à Villepin par moi. Ça se va bon. Et à ce moment-là, la porte s'ouvrait, le bureau mitoyen, Chirac entrait, monsieur l'ambassadeur, il s'est parlé, vous voyez. Comment va? Tout va bien? Et l'ambassadeur lui dit, monsieur le président, pour votre action politique, le président Bongo m'a chargé de vous remettre cette mallette. D'accord. Chirac regarde la mallette et il voit que il y a des codes. Il dit bon, je vais l'ouvrir. Et il dit mais il y a un code, monsieur le président. Et il dit bon, quel est le code? Il regarde l'ambassadeur, il dit quel est le code? Il dit monsieur le président, je n'ai pas le code. Il dit comment vous n'avez pas le code? Il dit non, c'est Robert qui a le code. Et moi, j'étais le à connaître le code et Pascaline. Quand il y avait Pascaline, il n'y avait pas de code. Il n'y avait pas de code, mais elle savait quel était le code. 555.
Alors je me tourne vers Villepin qui était sur ma droite. Je lui dis, Dominique, est-ce que vous pourriez me donner un bout de papier? L'instruction de Bongo était précise. Alors Chirac me regardait et Dominique vient et me donne le papier et je fais 3-5. Je plie en 4 le papier et je le donne au président qui l'ouvre, le met dans la poche, actionne tout de suite. Ah, il m'a gâté. Mais que de billets de 500. Il n'y a que des billets de 500. Il dit oui, monsieur le président, ça ne prend pas beaucoup de place, les billets de 500. Voilà. C'est comme ça que ça se passait, monsieur Perelman. Donc, ce sont des images, mais ce que je peux retenir, c'est que le Congo, mon pays, n'a pas été du tout étranger à ces systèmes. Et nous avons vécu des épisodes très dramatiques de notre vie au plan de l'histoire, au plan politique, au plan. Je crois que si on se refait, par exemple, à la guerre du 5 juin 1997, on peut épiloguer sur beaucoup de choses. Le Congo également n'a pas été épargné par ces affaires de transfert et de valises, de mallettes d'argent, puisqu'aujourd'hui, on savait qui transportait quoi et où ça allait. Donc, aujourd'hui, nous sommes édifiés. Mais j'attire l'attention des Africains. J'attire surtout l'attention des Congolais. Le silence n'est pas la meilleure réponse à ce genre de problème. Il faut, à notre avis, que nous intériorisons, que nous examinons, que nous analysons et que nous travaillons surtout pour l'avenir, pour ce Congo que nous allons léguer aux générations futures, pour cette Afrique, pour que l'on s'efforce d'aller vers une démarche d'une coopération gagnant-gagnant et qu'on renonce pratiquement à ces pratiques nébuleuses, à ces pratiques ténébreuses de la France-Afrique. Et il est bon que les Africains, parce qu'à chaque fois, on a entendu les responsables politiques français dire qu'on mettait fin à la France-Afrique, mais il semble qu'on a du mal à y mettre complètement fin. Mais il est bon également qu'au niveau des chefs d'État africains, que les responsables politiques africains, que les engagements soient pris pour dire qu'on ne veut plus du tout de ce genre de système. Le deuxième aspect que je vais aborder d'entrée de jeu avant de rentrer dans le vif du sujet, c'est cette déclaration forte du président Nana Akufo-Addo du Ghana, en tout cas qui, après avoir exercé son deuxième mandat, a déclaré clairement qu'il ne va pas briguer un nouveau mandat. D'ailleurs, il ne le peut pas parce qu'il tient à souligner, à relever avec force que le Ghana est un pays où on respecte les normes et la tradition. Et l'une des normes qui est demandée, qui est véritablement respectée, c'est la norme du respect de la limitation des mandats constitutionnels. L'Assemblée entendra une allocution de son Excellence Nana Addo ou Dankwa Akufo-Addo, président de la République du Ghana. Je demande au protocole d'escorter son Excellence et de l'inviter à s'adresser à l'Assemblée. Madame la Présidente, Excellences, Mesdames et Messieurs. Je ne peux m'empêcher de réfléchir à l'importance de ce moment, car ce sera ma dernière occasion de m'adresser à l'Assemblée générale des Nations unies alors que j'entre dans les derniers mois de ma présidence. J'évoque ça parce que notre pays fait un cas à part, et je crois qu'il a même été pionnier dans cette démarche de changement de constitution pour permettre les 2e, 3e, 4e, 5e mandats et autres. Et aujourd'hui, il est bon de reconnaître, et les Congolais doivent ne pas s'en être offusqués, pour dire qu'au plan de la démocratie, nous devrions nous battre pour l'alternance démocratique. Et je suis très heureux qu'au niveau du Ghana, le président Nana Akufo-Addo n'ait pas amorcé la démarche de pratiquement tripatouiller les lois électorales, tripatouiller les constitutions pour briguer un 3e mandat. Et assez souvent, la plupart de ces responsables sont apparus comme des aides providentielles. Mais lorsqu'on regarde les résultats sur le terrain, c'est parfois tout à fait paradoxal. Donc, je crois que c'est à louer. Dans tous les cas, il n'est pas le premier. On avait déjà suivi à l'époque le président Mamadou Issoufou, qui avait déclaré qu'il était démocrate, qu'il n'avait pas l'arrogance de penser qu'il était irremplaçable ou bien qu'il était un homme providentiel, qu'il y avait bien au Niger beaucoup d'hommes capables
de le remplacer au poste de la magistrature suprême. Donc, après ces deux faits que je juge importants que j'ai évoqués, je vais essayer de donner la thématique d'aujourd'hui. La thématique d'aujourd'hui va se pencher sur sur un aspect extrêmement simple. Vous savez que nous sommes dans la période au Congo où, conformément aux dispositions constitutionnelles, on est en train de se battre pour présenter le projet de loi de finances pour l'année 2025. Et la thématique d'aujourd'hui, puisque le Conseil des ministres qui s'est tenu le 7 octobre s'est longuement penché sur ce problème, la problématique est la suivante. Le projet de budget de finances du Congo 2025, tel qu'il est présenté, arrêtera-t-il la souffrance et la misère des Congolais? Et je crois que c'est autour de ça que nous allons essayer de faire des analyses, que nous allons essayer d'épiloguer, surtout dans un contexte où véritablement nous connaissons des situations extrêmement difficiles, tant au plan économique, financier que social. C'est pour ça que nous allons commencer par dire aux Congolais, il faut clarifier un certain nombre de choses. La première chose à clarifier, il faut répondre à la question. Est-ce que le Congo sera émergent à l'horizon de l'année 2025? La réponse est non. La réponse est non. La réalité est toute triste, elle est là, elle nous a rattrapés. Je crois qu'on avait fait ces déclarations sans tenir compte d'une certaine réalité, sans tenir compte d'une certaine pratique. Mais il faut être courageux pour dire clairement, on ne peut pas être dans la mauvaise gouvernance et essayer d'espérer d'aller vers, de rendre ce pays émergent. Et je crois que les résultats sont clairs. Aujourd'hui, personne ne doute, puisque tout le monde ne fait que dire que le pays va mal, très mal. Et nous avons écouté les déclarations officielles. Il y en a une que je peux rappeler très rapidement. Le ver est dans le fruit, il nous faut le détruire, pas seulement dans le secteur de la justice, mais dans tous les secteurs d'État. Je crois que depuis, le ver n'a pas pu être détruit. La deuxième question qu'on peut se poser est la suivante. Le Congo sortira-t-il de la crise multidimensionnelle qu'il traverse depuis plus de 10 ans en 2024, sinon au début de l'année 2025? Pourquoi nous parlons de l'année 2024? Parce qu'il faut rappeler aux Congolais, que 2 ans après l'atteinte du point d'achèvement de l'initiative PPT en 2010, c'est-à-dire en 2012, des voix ont commencé à s'élever pour dire que le pays allait très mal et il fallait qu'on aille aux États-Unis. Évidemment, les gouvernants s'en sont refusés. Puis on a continué. Mais finalement, c'est autour des années 2017 qu'ils ont voulu reconnaître la crise et qu'ils ont voulu l'expliquer, semble-t-il, par la baisse des prix, la baisse drastique des prix du baril du pétrole. Ce qui est faux. En fait, il ne faut pas que nous ayons de le dire. Le facteur essentiel de notre situation, c'est la mauvaise gouvernance. Et aussi longtemps que l'on n'aura pas intériorisé ça sérieusement, nous aurons du mal à sortir ce pays de la grave crise multidimensionnelle. Donc, lorsqu'ils l'ont reconnu, qu'est-ce qu'ils ont fait? Dans un premier temps, ils ont cru qu'ils pouvaient procéder à un ajustement interne. Mais ils n'en ont pas été capables. C'est parce que l'ajustement interne supposait comme une espèce de remise en cause des pratiques qui avaient déjà été mises en place et qui étaient en cours au niveau du pays. Maintenant, qu'est-ce qu'on a attendu? On a, avec beaucoup de difficultés, avec l'appui de la CEMAC, nous avons pu obtenir en juillet 2019 un programme avec le Fonds monétaire international, mais qui n'a pas pu être exécuté parce que les gouvernants n'ont pas été en mesure de respecter les engagements pris. Et après, ils se sont battus. Et c'est en janvier 2022 plutôt que nous avons renoué pour un programme avec le Fonds monétaire international, programme qui s'achève là en 2024. Et les gouvernants avaient rassuré les Congolais qu'à l'issue de ce programme, le Congo sortirait de la grave crise multidimensionnelle qu'il traverse depuis des années. Peine perdue. Aujourd'hui, les Congolais se découvrent qu'ils sont véritablement dans la misère, qu'ils sont véritablement dans la souffrance, et que les gouvernances actuelles n'ont pas été capables d'apporter les solutions idoines et appropriées pour la sortie de crise. Et c'est extrêmement grave, c'est extrêmement difficile pour les Congolais. C'est pour ça que lorsque nous évoquons ces aspects, nous essayons de voir concrètement comment les choses se présentent sur le terrain. Aujourd'hui, c'est très difficile. Tous les Congolais savent. Il y a la grogne partout. Grogne partout. Je vais commencer par signaler ce qui s'est passé
comme la grève au niveau du chemin de fer Congo-Océan, où nous déplorons et nous condamnons les violences qui ont eu lieu, parce que les libertés syndicales et le droit de grève sont garantis par l'article 32 de la Constitution. Et il n'y a pas lieu d'avoir des violences dans ce genre de cas. J'espère que les téléspectateurs auront l'occasion de voir les images, surtout en ce qui concerne les chemins de fer Congo-Océan, que les Congolais ont suivi la réaction des travailleurs de cette structure à Dolisie, mais qui ont empêché un train de venir jusqu'à Brazzaville. Ils se sont mis sur les rails et ils ont crié 48 mois de retard de salaire, c'est trop. Nous souffrons, nous n'avons plus à manger, on est en train de mourir, nos enfants n'arrivent pas à aller à l'école. Il faut que l'on paye au moins 3 mois de salaire. Bonjour le pays, nous sommes en direct de Dolisie. Il y a le train Binda qui est rentré. Les dirigeants de Dolisie veulent forcer les choses. Là, les cheminots ont décidé de rester sur la même voie que le train. 48 mois, c'est trop. 48 mois sans salaire. Les cheminots... Voilà. On n'a pas encore payé la maison, on n'a pas encore payé le cours, on n'a pas encore payé l'eau. On ne mange pas de salaire 48 mois. Voilà. Ils ont décidé de rester ici, là. Badiat Bao. La maison, c'est que non, Badiat Bao. On est fatigué. Nous sommes là. En tout cas, la gendarmerie, la police est là. Tout est là. En tout cas, ils ont décidé de rester là. La maison fois. Bon, d'aucuns pour le CFCO parlent de 30 mois, d'aucuns parlent de 48 mois. Mais en fait, ça fait déjà plus de 2 ans qu'il y a des arriérés de salaire. Mais ce n'est pas la seule structure. Plus récemment, on a vu la STPI, la Société des transports urbains au niveau de Brazzaville. Nous avons vu ce qui se passe au niveau de la mairie de Pointe-Noire. Nous avons vu ce qui se passe à l'hôpital Assissé. Nous avons vu ce qui se passe à l'hôpital de Louandjili. Nous avons vu la grogne à la Caisse congolaise d'amortissement. Nous avons vu la Sopeco en Russie. Donc, ça se passe de commentaires. Et lorsqu'on essaie de regarder la chose au niveau des institutions, toutes les institutions pratiquement connaissent des retards des salaires. Au moins, sauf si je ne me trompe, 5 mois. La présidence de la République, la primature, le Parlement, le Conseil économique, social et environnemental, le Conseil supérieur des libertés de communication, partout. Et on se demande, parce que lorsque le Premier ministre a intervenu le 21 juin 2024 devant le Sénat, on avait le sentiment, puisqu'après il a eu une rencontre d'ailleurs malheureuse avec les syndicats des retraités, où il avait promis que avant le 15 août, il devait toucher la pension du mois de juin, mais finalement ça s'est passé après, promesse non tenue. Mais depuis, les retraités de la CREF qui avaient déjà 39 mois de retard de paiement de pension enregistrent les retards pour les mois de juillet, août et septembre. Et on est en septembre. Et vous voyez bien que la situation est véritablement dramatique. Mais la situation se complique du point de vue du contexte. Pourquoi? Mais elle a des répercussions. Il y a la pénurie du carburant. Et cette pénurie du carburant a des répercussions sur le transport. Et les problèmes de transport de carburant ont des répercussions sur le panier de la ménagère. Et on ne sait plus à quel sens se vouer. D'autant que même du point de vue de l'assainissement, aujourd'hui Brazzaville est inondé des ordures et des immondices. On ne sait pas qu'est-ce qui se passe exactement. Quelle est cette gouvernance? Que se passe-t-il? C'est pour ça que nous disons que cette situation, elle est extrêmement sérieuse. C'est pour ça que nous avons accordé une attention particulière lorsque nous avons suivi le 7 octobre dernier le compte rendu du Conseil des ministres que j'ai sous mes yeux et que je vais essayer de commenter pour analyser en me posant la question de savoir est-ce que le projet de budget 2025 tel qu'il a été élaboré
permet aux Congolais de sortir de la misère et de la souffrance. C'est une question fondamentale, une question cruciale. Et c'est pour ça que lors de ce Conseil des ministres, du point de vue budgétaire, le Conseil des ministres a examiné la loi de règlement pour l'année 2023, a examiné l'exécution du budget 2024 au 30 juin 2024 et a présenté le projet de budget pour l'année 2000. C'est pour ça que nous allons essayer de faire l'analyse en prenant élément par élément. Et le premier élément que nous avons pris, c'est la loi de règlement. Mais de façon générale, quand on prend ces trois aspects extrêmement importants, on constate que le gouvernement a choisi pour le manque de transparence. Ce n'est pas transparent. Ils ne veulent pas communiquer la situation réelle. De sorte que lorsqu'on lit même la loi de règlement, c'est tellement lapidaire. Alors que dans le contexte actuel, avec les données qu'on a, on devrait permettre d'avoir une visibilité sur les problèmes comme le problème des frais du personnel, voir comment ça évolue. On devrait avoir une vision sur le problème de la dette. On devrait avoir une vision sur le problème des transferts, puisque quand on parle de l'université, du CHU de Brazzaville, etc., il s'agit des structures qui émargent au budget des transferts. Et tout ça devrait être transparent pour permettre aux Congolais de se faire une idée. Mais je ne ferai pas beaucoup de commentaires parce que le gouvernement a choisi pratiquement de ne pas mettre à la disposition des Congolais l'essentiel des chiffres. Et je me pose la question, que cache-t-on en réalité? Et jusque quand on va cacher? Les chiffres sont des monstres froids, mais les chiffres sont des outils d'aide à la décision. Et c'est pour ça qu'il faut les mettre à la disposition. Mais je ne veux pas être long, au-delà des commentaires lapidaires qui ont été faits s'agissant de la loi de règlement. Je dirais tout simplement s'agissant de la loi de règlement. En ce qui me concerne, je recommanderais qu'il y ait un audit indépendant parce que assez souvent, ces lois ont été adoptées, mais assez souvent on découvre qu'il y a des problèmes qui n'ont pas été apurés alors que des lois de règlement ont été adoptées. Donc voilà un peu la situation s'agissant de la loi de règlement de l'année 2020. Maintenant, quand on vient à l'exécution du projet, l'exécution du budget 2024 au 30 juin 2024, je me suis posé la question. Le Conseil des ministres a eu lieu le 7 octobre. Pourquoi on n'a pas fait le point de la situation au 30 septembre? Ça nous aurait mieux donné un certain éclairci. Et ça nous aurait aidé. Pourquoi? Mais parce que c'est après le 30 juin que le gouvernement a pris, en tenant compte de ce qu'ils évoquent, même dans la loi de règlement, et qu'ils évoquent dans le projet d'exécution du budget de l'année 2024, les tensions de trésorerie qui amènent à poser les questions importantes suivantes. Où va l'argent du Congo? Où va l'argent du bois? Où va l'argent des mines? Où va l'argent du pétrole? Et à mon avis, à toutes ces questions, le gouvernement ne met pas à notre disposition les chiffres qui nous permettent d'avancer un certain nombre de chiffres. Mais en dépit de ça, nous avons quelques chiffres autour desquels nous pouvons faire quelques commentaires. Lorsque nous prenons par exemple la situation au 30 juin 2024, nous sommes surpris de constater que, par exemple, en ce qui concerne les recettes, on nous dit que ça a été exécuté à près de 1209 milliards, en dessous de 50% de réalisation. C'est qu'il y a véritablement un problème. Mais le problème au niveau des recettes ne se situe pas seulement là. Comme le gouvernement ne veut pas être transparent, on ne voit pas et il n'indique pas quel est le montant à cette période des recettes pétrolières. Et j'insiste sur les recettes pétrolières. Pourquoi? Parce que lorsqu'on a fait le budget de l'année 2024, on avait arrêté l'hypothèse pour le baril du pétrole à 75 $ américains. Mais nous savons au niveau du Congo qu'au premier et deuxième trimestre de l'année 2024, le baril du pétrole congolais, selon le prix fixé par les officiels, a oscillé autour de 83 $. Donc 8 $ au-dessus de la norme. Et pour le budget de l'année 2024, nous avions en prévision 935 milliards de recettes fiscales. Nous avions pour les autres recettes 1530 milliards, dont
à peu près 1460 milliards de recettes pétrolières. Et on peut comprendre un certain nombre de choses. Parce que si le pétrole a évolué à ce niveau, ça veut dire en fait que rien que pour le pétrole, sauf si on s'est trompé dans les projections, on devrait s'attendre au 30 juin à ce que l'État ait encaissé près de 800 milliards de francs CFA. Mais ce qui veut dire que les autres recettes, notamment les recettes fiscales, les recettes provenant des mines, les recettes provenant du bois et les autres, mais c'est très faible. Parce que si on a retenu que les recettes fiscales étaient retenues à 935 milliards, mais vous voyez, elles ne devaient pas être en dessous au 30 juin, bien que les recettes fiscales, elles ne devaient pas être en dessous de près de 465 milliards. Donc, il y a véritablement un problème. Il y a véritablement un problème au niveau des recettes fiscales. Est-ce qu'il s'agit de détournement? Est-ce qu'il s'agit de corruption? Il y a un certain nombre de phénomènes qui font. Et nous voulons mieux comprendre pourquoi. Mais nous voulons mieux comprendre. Parce que le gouvernement qui a dû certainement se rendre compte de la situation avait fini par prendre une note pour mettre en place une commission ad hoc qui est présidée par le ministre d'État Jean-Jacques Bouya pour renflouer les caisses de l'État, puisque le mot qui revient maintenant au niveau de l'État congolais, c'est que les caisses de l'État sont vides. Il y a des tensions de trésorerie, il n'arrive plus à faire face aux charges incompressibles de l'État. Où est-ce qu'on en est avec cette commission ad hoc? Peut-on en rendre compte au vu de l'urgence et des problèmes qui sont connus par les Congolais? On ne peut pas être silencieux sur ces différentes situations. Bon, lorsqu'on regarde du côté des dépenses, on dit que les dépenses ont été pratiquement de 941 milliards, je crois, sur les 2069 milliards qui étaient prévus. Là aussi, on est en deçà. On peut peut-être se féliciter de ce que les niveaux des dépenses aient été aussi bas, mais les niveaux des recettes devaient être largement plus élevés. Mais ce n'est pas tout. Ce n'est pas tout. Nous sommes préoccupés. Pourquoi? Parce qu'il y a des rubriques que nous tenons à suivre, tant au niveau des recettes, du point de vue de l'évolution, qu'au niveau des dépenses. Au niveau des recettes, parmi les rubriques auxquelles nous accordons beaucoup d'attention, il y a les niveaux atteints par les recettes fiscales. Il y a le niveau atteint par les recettes pétrolières. Il y a le niveau atteint par les recettes provenant des mines. Il y a le niveau atteint par les recettes provenant du bois. Parce que la question qui taraude l'esprit des Congolais, c'est où va l'argent du Congo? Où va l'argent qui provient de toutes ces ressources? Et ce n'est véritablement pas acceptable. Maintenant, du côté des dépenses, là aussi, on se rend compte que le gouvernement veut rester muet. En fait, il veut nous flouer. Parce que la situation qui est présentée s'illustre par un flou artistique. Mais il y a des rubriques auxquelles nous tenons. Le budget 2024 avait retenu 435 milliards pour les dépenses de personnel. 435 milliards pour les dépenses du personnel. Au 30 juin 2024, combien a été dépensé pour cette rubrique? De même, la charge financière de la dette a été retenue à 225 milliards. Il ne faut plus que le Premier ministre vienne nous dire qu'il y a des échéances qui sont tombées en cascade et qui n'étaient pas prises en ligne de compte parce qu'il s'agit du budget de toute une année. Donc, pour l'année 2025, en tirant les leçons de ce qui s'est passé en 2024, il faut bien que tout ça soit bien intériorisé. Lorsqu'on prend la ligne transfert qui concerne des structures comme ces centres hospitaliers universitaires de Brazzaville, comme l'université Marien Ngouabi, comme les autres. Mais la prévision était de 548 milliards. Mais qu'on nous dise au 30 juin combien on a réalisé. On ne peut pas passer dans le flou artistique, etc. Même les investissements qui étaient estimés à près de 461 milliards. Il faut que nous avançons. Il faut que nous progressons et que nous voyons un certain nombre de choses. Donc, nous avons le sentiment que devant la difficulté qu'éprouve le gouvernement a choisi le flou. Le gouvernement a choisi le manque de transparence. Mais j'ose espérer. Et c'est pour ça que nous intervenons dès maintenant. Que les débats qui auront lieu, parce que c'est le Parlement seul qui vote la loi, c'est le Parlement qui consent les impôts, c'est le Parlement qui contrôle
l'exécution du budget. Nous osons espérer que le Parlement sera plus rigoureux et que lors des débats qui auront lieu au niveau du Parlement, que toutes ces informations seront données. Évidemment, le mot qui revient même pour l'année 2024, c'est les tensions de trésorerie. Mais qu'on nous explique exactement qu'est-ce qui se passe, quels sont les résultats de la commission ad hoc qui a été mise en place, pour qu'on ait, alors que, à l'occasion de ce genre d'exercice budgétaire, on devrait clarifier les choses pour que l'on puisse aller de l'avant. Maintenant, le troisième point sur lequel je vais m'aventurer, c'est le projet de budget, le projet de loi de finances pour l'année 2025. Et je crois que j'ai essayé d'accorder une attention toute particulière à certains aspects qui ont été soulevés par le projet de texte qui a été présenté. Je relève par exemple ceci. On nous dit que la croissance sera de 3,8% en 2025 contre 3,3% en 2024. Mais pour le Congo, que signifie la croissance? La croissance crée-t-elle des emplois? La croissance améliore-t-elle les conditions de vie des Congolais? La réponse est non. La croissance ne profite qu'à une petite minorité qui vit dans l'opulence et qui vit dans l'arrogance. Surtout que dans ce texte, ils ont même ajouté que le taux d'inflation sera de 3,6%, donc nettement supérieur, au-delà des apparences, au taux de 3% qui est la norme communautaire de la CEMAC. Ça veut dire que le panier de la ménagère sera lourdement touché. Maintenant, si on jette un coup d'œil sur les objectifs, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit qu'il faut consolider les recettes publiques, par l'élargissement de l'assiette fiscale et ensuite par l'amélioration de la collecte des recettes fiscales. Mais il y a véritablement problème. Ça veut dire que nous pouvons déjà avancer, que la lutte contre la corruption doit être menée de façon sévère dans les régies financières, au trésor, aux impôts, aux douanes et dans les autres régies financières, pour que ce à quoi nous assistons, les débats qui ont parfois cours sur les réseaux sociaux, n'aient véritablement pas lieu. Et l'autre aspect, au niveau des objectifs, on parle de la gestion de la dette. Mais cette dette, déjà qu'on a refusé d'établir les responsabilités au niveau où nous sommes arrivés. Et je rappelle aux téléspectateurs qu'au 31 décembre 2023, la dette du Congo était pratiquement de 2497 milliards de francs CFA. Et pour beaucoup d'analystes, beaucoup d'observateurs économiques, etc., ils avaient dit que ça représentait pratiquement 99% du produit intérieur brut. Donc la situation est véritablement catastrophique. Et il faut que nous nous battons pour que nous ramenions cette dette à un niveau de soutenabilité acceptable, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Mais l'attention que j'attire, et c'est là le problème de fond avec les gouvernants actuels. Et c'est là que les Congolais doivent interroger. J'espère que les questions seront posées au niveau du Parlement, c'est-à-dire de l'Assemblée et du Sénat. Première question. Pourquoi dans ce pays, on se refuse à parler de la réduction du train de vie de l'État? On a suivi ce qui s'est passé au Nigeria, où on a vu le président Tinubu réduire son salaire pratiquement de 50%. Et je pose la question au gouvernant. Où est passée la loi qui fait obligation à tout citoyen élu ou nommé à une autre fonction publique de déclarer son patrimoine? Parce que dans le texte que nous avons eu à examiner, il y avait un article 12 qui prévoyait des sanctions pour ceux qui n'ont pas déclaré leur patrimoine. Or, depuis qu'un recours a été introduit à la Cour constitutionnelle, on avait prétendu que l'Assemblée allait apporter l'amendement pour que tout ce qui se fait se ferait conformément à la loi. Depuis, la loi a disparu. On assiste tous les jours à la dénomination. Et tous les jours, il n'y a personne qui déclare son patrimoine. Ce qui, du point de vue de la gouvernance, pose un certain nombre de problèmes. Mais nous avons également une préoccupation. Nous allons y revenir tout à l'heure. L'audit des grands travaux, surtout des projets qui ont été lancés
pendant les différentes municipalisations accélérées. Et enfin, ben, nous avons ce problème. Nous allons revenir tout à l'heure dans les commentaires là-dessus. La lutte contre la corruption. Le Congo est l'un des pays les plus corrompus du monde, avec un indice de perception de la corruption de 22 sur 100, véritablement médiocre. Top 20 des pays les plus corrompus d'Afrique en 2022. La corruption érode la confiance, affaiblit la démocratie dans les pays d'Europe, d'Amérique et les pays les plus corrompus d'Afrique. Ceci entrave le développement économique et intensifie davantage les inégalités, la pauvreté, la division sociale et la crise environnementale. Sur tout le continent africain, la corruption est alimentée par un certain nombre de facteurs tels que l'instabilité politique institutionnelle et diverses formes de défis sécuritaires causés par les conflits violents. Transparency International utilise l'indice de perception de la corruption pour classer les pays du monde entier sur une échelle de 0 à 100, 0 étant le plus corrompu et 100 le moins corrompu. L'indice suit la corruption du secteur public dans le monde depuis 1995. Le dernier rapport de l'IPC a montré que le score moyen de l'indice en Afrique est de 33, soit le plus bas du monde. 1. Le Sud-Soudan. Ce pays a un score d'indice de perception de la corruption de 11, le plus bas du monde. 2. La Somalie. Ce pays a un score d'indice de perception de la corruption de 13. 3. La Libye a un score d'indice de perception de la corruption de 17. 4. Le score d'indice de la perception de la corruption est de 17 en Guinée équatoriale. 5. La République démocratique du Congo. La RDC a un score d'indice de perception de la corruption de 19. 6. Le Burundi, ce pays d'Afrique de l'Est a également un score d'indice de perception de la corruption de 19. 7. Le Tchad a un indice de perception de la corruption de 20. 8. Le Soudan a un score d'indice de perception de la corruption de 20. 9. Les Comores. Le score de l'indice de perception de la corruption de cette nation insulaire est également de 20. 10. La Guinée-Bissau a un score d'indice de perception de la corruption de 21. 11. Le Congo. Le score de l'indice de perception de la corruption est de 21. 12. L'Érythrée a un score d'indice de perception de la corruption de 22. 13. Le Zimbabwe, l'indice de perception de la corruption est de 23. 14. Le Nigeria. Le pays le plus peuplé d'Afrique a un indice de perception de la corruption de 24. 15. La République centrafricaine a un score d'indice de perception de la corruption de 24. 16. Pour la Guinée, l'indice de perception de la corruption est de 25. 17. Le Mozambique. Le score de l'indice de perception de la corruption est de 26. 18. Le Madagascar. L'indice de perception de la corruption est de 26. 19. L'Ouganda. Le score de l'indice de perception de la corruption est de 27. 20. Le Cameroun. L'indice de perception de la corruption est de 27. Les déclarations ont toujours été faites. On peut même retenir celle du président de la Haute Autorité de lutte contre la corruption le 9 décembre 2023, où jusqu'à aujourd'hui, on attend, ça fait bientôt un an, on attend ces délibérations et la publication des résultats ainsi que la saisine de la justice. Non, ils ont choisi toujours de protéger les responsables des scandales, crimes économiques et financiers. C'est véritablement pas acceptable. Donc, quand je fais ces commentaires, je constate que le budget pour l'année 2025 est projeté pratiquement à 2826 milliards. Bon, la hausse semble importante puisqu'on parle d'une hausse supérieure à près de 8%. On parle au niveau des dépenses de 2333 milliards contre 2069 milliards. Là aussi, la hausse avoisine les 8%. Mais en réalité, il faut que les Congolais comprennent une chose. Parce qu'assez souvent, les gouvernants ont voulu nous donner certaines explications qui ne tiennent pas compte de la réalité. Et pour ça, j'ai essayé de consulter les archives. Et qu'est-ce que j'ai découvert? J'ai découvert, et je donne l'information aux téléspectateurs, que dans les années 2010, les gouvernants congolais se réjouissaient de ce que le Congo avait le budget le plus élevé de tous les pays de la zone franc hors la France. Et le budget du Congo à l'époque était estimé, d'après les archives que nous avons consultées, à 2833 milliards.
Aujourd'hui, le budget est de 2826 milliards. Donc, vous voyez, 15 ans après, on aurait pu parler de stagnation. Mais en fait, nous avons régressé. Mais nous avons tenu à comparer la situation avec un pays qui est la Côte d'Ivoire. Pourquoi? Mais parce que le budget de la Côte d'Ivoire, pendant que le budget du Congo était de 2831 milliards en 2010, le budget de la Côte d'Ivoire était de 2481 milliards. 2481 milliards. Donc largement inférieur au budget de l'État congolais de l'époque. Mais regardons le budget projeté pour la Côte d'Ivoire en l'an 2025. Les Congolais seront certainement surpris. La Côte d'Ivoire projette pour 2025 un budget qui s'élève à 15 339 milliards de francs CFA. Donc le budget de la Côte d'Ivoire en 2010 sera multiplié par 6 pour atteindre le budget de 2015. Vous voyez cette progression? Et j'attire l'attention des Congolais parce qu'assez souvent les gouvernants nous disent il s'agit, ça s'explique par la crise économique mondiale exacerbée par les facteurs internes qui rendent difficile le quotidien. C'est faux. Je vous donne là la preuve qu'il s'agit de la mauvaise gouvernance. Il s'agit de la mauvaise gouvernance. Et ça, nous ne pouvons véritablement pas le tolérer. Donc, une fois qu'on a fait ça, on peut essayer d'épiloguer sur la question. Est-ce que le budget, le projet de budget de loi de finances pour l'année 2025 arrêtera la misère et la souffrance? La réponse est non. C'est fait dans la même philosophie que tous les autres budgets. Il y a un esprit de conservation qui fait qu'on ne veut pas se remettre en cause et on ne veut pas s'élever. Et pour moi, que voudrait dire cette remise en cause? J'ai déjà pratiquement évoqué un certain nombre d'éléments. Le premier élément de la remise en cause, c'est la réduction du train de vie de l'État. Il y a des structures qui doivent être supprimées parce que nous n'en avons pas besoin. Elles sont pléthoriques, notamment en ce qui concerne les conseils consultatifs nationaux ou je ne sais quoi. On n'en avait pas besoin. Et aujourd'hui, devant la triste réalité qui fait qu'on est confronté à la prise et au paiement des charges incompressibles, il faut en tenir compte. Il faut réduire les effectifs de toutes les institutions, y compris le gouvernement. Il faut réduire les effectifs de toutes les institutions. Il faut réduire les conditions de rémunération de tous les membres responsables des institutions, à commencer par le gouvernement, le Parlement, le Sénat, l'Assemblée nationale et tous les autres. Il est inadmissible. Il est inadmissible. Malheureusement, nos gouvernants n'ont jamais voulu publier la loi, le texte 2012-1037, je crois, qui fixe les avantages et les conditions de rémunération des ministres. Mais lorsqu'on entend dans l'opinion dire que le Premier ministre gagnerait 25 millions, qu'un ministre d'État gagnerait 15 millions et qu'il a une indemnité de logement de 2 millions, est-ce que ça pose un problème pour qu'on puisse réduire de moitié, au moins de moitié, toutes ces conditions pour leur permettre à la fois d'avoir les moyens de bien travailler et d'avancer? Est-ce qu'on peut continuer alors que tout autour de nous, les pays qui ont connu les mêmes situations que nous ont procédé à des réductions des trains de vie de l'État? C'est véritablement inacceptable. Et comment les gouvernants peuvent vivre dans une situation où les retraités ont 49 mois aujourd'hui? Eux, ils diront bien sûr qu'ils ont 4 mois, mais quand vous gagnez 15 millions et que vous avez 4 mois de retard de salaire, vous pouvez, je suppose, soit vous avez épargné, soit vous avez les moyens de couvrir vos dépenses. Mais ce n'est pas le cas. Parce que déjà, lorsqu'on prend un retraité, il a du mal à joindre les deux bouts. Mais si en plus, il doit connaître 3 à 4 mois de retard de paiement de sa pension, ça nous pose réellement un problème. 11 ans sans pension, sans allocation et même sans des frais de fin de carrière. Une situation invivable pour les retraités de la mairie qui n'en peuvent plus. L'heure est au ras-le-bol.
Les retraités de la mairie de Brazzaville sont en colère. Les cotisations de toute une décennie pourtant prélevées n'ont jamais été reversées à la CNSS. Dans ce net monde dont nous parlons, nous sommes tous morts. Donc personne ne peut nous influencer sur ce que nous sommes en train de faire. Voilà. Nous réclamons notre pension parce que dès le premier mois qu'on a commencé à nous payer, on a prélevé dans nos bulletins les cotisations au niveau cotisation sociale. Donc c'est ça. Et nous on a terminé, il faut qu'on nous paie nos pensions. C'est ça tout ce que nous cherchons. Maintenant si la mairie ou bien l'État n'arrive pas à verser de l'argent au niveau de la CNSS, ça ne nous regarde pas. Dans ce collectif, une retraitée qui souffre de tension, mais pour arriver à cette grogne, elle a dû marcher à pied de Kisundi jusqu'au centre-ville. Ma tension est passée à 18. J'ai passé la fête de Noël enfermée dans la maison. Pour arriver ici, j'ai marché avec Kisundi jusqu'à la mairie. Que les autorités pensent au moins à payer ma fin de carrière. Cette femme, comme les autres, tente de braver le poids de l'âge et même des maladies, justement pour faire entendre leur voix. Devenus des mendiants, il y a beaucoup de décès, il y a des divorces dans la famille, l'électricité, on a coupé, l'eau, on n'a pas d'eau, donc il faut payer les factures, on n'arrive plus. Il faut se rapprocher du cabinet du maire. Ici, pas de répondant. L'autorité municipale est en réunion, nous lâche un agent. Ces retraités de la mairie de Brazzaville attendent que leur dossier soit acheminé à la CNSS. Pendant ce temps, ils risquent, comme toutes les années, de passer la fête de Nouvel An dans une situation de vache maigre. L'autre aspect que nous allons aborder, mais c'est l'application de la loi. C'est le Parlement qui vote la loi, que le Parlement s'efforce à contrôler l'application. De contrôler l'application des lois et règlements de la République. La loi sur l'obligation de déclaration de patrimoine, elle touche tout citoyen élu ou nommé à une autre fonction. Comment il peut expliquer que depuis 2002, depuis la Constitution du 20 janvier 2002, aucun gouvernement, aucun acteur politique, aucun responsable administratif n'a daigné déclarer son patrimoine conformément à la loi. Et je l'ai toujours dit, l'expérience faite en 2021 n'a pas été faite conformément à la loi. Et il faut relire le projet de loi que j'avais à l'époque, parce que l'article 12 disait qu'en cas de non-déclaration de patrimoine, l'intéressé devait être sanctionné et il pouvait perdre jusqu'au quart de son patrimoine. Pourquoi n'applique-t-on pas cette loi? Et je le dis pourquoi. Mais parce qu'on se rend compte, en réalité, que nous avons beaucoup de défis à relever. Nous avons besoin d'argent, de beaucoup d'argent. Où le trouver? Et l'effort que nous faisons, c'est justement d'apporter un certain nombre de pistes de réflexion au gouvernement. Et je crois que c'est des choses qui devraient prendre corps et nous aider à faire avancer. Maintenant, le troisième point que je vais évoquer, mais c'est l'audit des grands travaux et de tous ces projets de la municipalisation accélérée. Je vais vous donner un cas très frappant. Le coût de l'université Denis Sassou Nguesso du Congo avait été évalué à 241 milliards de francs CFA. Et les Congolais ont été ahuris de découvrir par la suite que la deuxième université du Sénégal, construite sous le président Macky Sall, avait coûté aux environs de 65 milliards de francs CFA. Septième université du Sénégal et deuxième université de la capitale sénégalaise, l'UAM, l'université Amadou Mahtar Mbow de Diamniadio, a été inaugurée ce 1er décembre 2022 par le chef de l'État Macky Sall. Elle est baptisée Amadou Mahtar Mbow en hommage à l'ancien ministre sénégalais et ancien directeur de l'UNESCO. D'un coût de 60 milliards de francs CFA, cette université à vocation sciences et technologies construite sur 42 hectares va à terme accueillir 40 000 étudiants. L'établissement est désormais la deuxième université publique de Dakar après l'université Cheikh Anta Diop.
La cérémonie d'inauguration s'est déroulée dans l'amphithéâtre neuf de 1500 places. Avec l'inauguration de l'UAM, disais-je, notre pays franchit aujourd'hui une autre étape, mais une étape qualitative de sa marche résolue vers le Sénégal émergent en son axe 2. Son axe 2 dédié au capital humain, dont l'éducation et la formation constituent les composantes majeures. Cette université est dotée, entre autres, de commodités de différents réceptacles pédagogiques, de 3000 places, d'un amphi de 1500 qui nous accueille, d'une grande bibliothèque, de laboratoires et blocs administratifs. Nous élargissons ainsi la carte universitaire du Sénégal. Ça veut dire qu'avec ce que nous avions prévu pour construire l'université Denis Sassou Nguesso, nous pouvons construire 4 universités comme ça au Sénégal. Est-ce que c'est acceptable, ça? Dans la même veine, un député a dénoncé en pleine assemblée qu'il y avait de l'argent qui avait été débloqué pour une route imaginaire de 137 km. Est-ce que c'est le silence qui doit être la réponse adéquate à ce genre de situation? J'ai dit non. Maintenant, le 4e point, il peut certainement en avoir d'autres. Les téléspectateurs auront peut-être des idées à mieux développer là-dessus. La lutte contre la corruption. Le fait qu'il faut absolument arrêter de protéger les responsables des scandaleux crimes économiques et financiers, qui ont plongé le pays dans la crise, qui ont plongé les Congolais dans la misère et dans la souffrance. Et ça, ce n'est pas Clément Miakassa qui le dit. C'est le chef de l'État, Denis Sassou Nguesso, qui le dit. Le 14 août 2009, dans son discours d'investiture, lorsqu'il déclare « Je ne surprends personne en affirmant qu'en dépit des efforts multiformes, le Congo n'est pas hélas exemple de corruption, de fraude et de détournement des deniers publics et de tout autre acte répréhensible au bonheur collectif. » Et il a bien dit, ici ce sont les gouvernants qui sont interpellés. Depuis 2009, il y a combien de gouvernants qui ont été interpellés? Et lorsqu'on prend le message sur l'état de la nation de 2018, on dit quoi? Face aux délits économiques, quels qu'ils soient, il n'y aura ni menu frétin, ni gros poisson. Tout passera dans la nasse du droit et de la justice. Seule la loi prévaudra. Dixit Denis Sassou Nguesso. Comment comprendre que sur le terrain de la lutte contre la corruption, rien ne se passe? Et ceci au regard des nombreux dossiers que nous connaissons et dont nous avons la maîtrise. Prenons ne serait-ce que le dossier des 14 000 milliards, sinon des excédents budgétaires, pour lequel le président Denis Sassou Nguesso avait lui-même annoncé que nos budgets dégageaient des excédents, que ces excédents allaient être déposés dans un compte de stabilisation à la Banque centrale, qu'aucun franc ne serait retiré sans loi rectificative des finances, et que la Cour des comptes et de discipline budgétaire allait réaliser chaque année un audit, et que cet audit serait rendu public. Mais chers téléspectateurs, expliquez-nous comment se fait que depuis 2006 jusqu'à aujourd'hui, pratiquement 18 ans, aucun audit n'a été réalisé, aucun audit n'a été rendu public. Mais les autres dossiers, vous les connaissez. Vous avez les révélations faites par les Panama Papers sur les sites. Vous avez le document publié par une ONG
qui fait apparaître qu'entre 2020 et 2022, il y a 160 milliards de francs CFA qui ont été détournés au ministère de la Justice et de la Santé. Vous avez le dossier des malversations financières au Fonds de soutien de l'agriculture. Bref, la liste est véritablement longue. Est-ce que les gouvernants peuvent être silencieux et venir nous présenter un budget, un projet de budget qui ne donne aucune perspective de sortie de crise, qui ne fera que faire comprendre aux Congolais que c'est la misère qui va continuer? Est-ce que c'est normal, ça? Est-ce que c'est comme ça qu'on devrait gérer les affaires de la cité? Moi, je dis non. Et c'est en ça que je dis que le budget, qui dans sa conception n'a fait que reprendre la philosophie des budgets antérieurs, ne fait que protéger les responsables des scandales et crimes économiques et financiers, faire ressortir le manque de courage des gouvernants pour s'attaquer de façon sérieuse contre la corruption, les détournements, les deniers publics et la fraude. Plonge les Congolais dans la misère et dans la souffrance. Et cette démarche touche sérieusement le panier de la ménagère. Et je pose la question, que veulent nos gouvernants? Que veulent nos gouvernants, finalement? Alors, c'est pour ça que je vais aller à la conclusion en vous disant, chers compatriotes, chers téléspectateurs, j'ai voulu, à travers cet exposé, attirer votre attention. Le débat sur le budget va commencer le 15 octobre et il se terminera d'après les dispositions constitutionnelles le 23 décembre 2024. C'est notre situation qui est en jeu. Aujourd'hui, il y a la grogne partout. Même au-delà de la grogne, Brazzaville, Pointe-Noire, etc., nous sommes inondés d'ordures ménagères et d'immondices. Que faisons-nous? Nous constatons une nouvelle fois que le projet du budget qui est présenté pour l'année 2025 ne nous sortira pas de la crise. Et aujourd'hui, les gouvernants eux-mêmes savent que même l'avenir du Fonds monétaire international ne leur a pas permis de sortir les Congolais de cette galère. C'est pour ça qu'une fois, nous venons à eux. Nous interpellons cette fois-ci les députés, nous interpellons cette fois-ci les sénateurs et les autres pour dire, accorder une attention particulière à ce budget 2020, ce projet de budget des finances de l'année 2025. Faites tout pour une remise en cause fondamentale de ce qui a été préparé par le gouvernement. Faites tout pour que vous mettez tout en œuvre, pour trouver les pistes qui nous aideront à sortir de la situation actuelle. Ces pistes existent. La plus importante, c'est celle qui concerne la lutte contre la corruption, la récupération de l'argent qui a été dilapidé des caisses du Trésor public. Il n'est pas normal. Et je souhaite que ceux qui ont été responsabilisés pour faire partie de la commission ad hoc qui doit œuvrer pour renflouer les caisses de l'État rendent compte, y compris de leurs difficultés. Parce que pour renflouer les caisses de l'État, l'une des ressources importantes, c'est justement la lutte contre la corruption. Figurez-vous, s'il y a 6 Congolais qui détiennent 5 500 milliards, écoutez, on peut véritablement progresser et avancer. C'est pour ça, chers téléspectateurs, que nous avons tenu, en ce moment où les Congolais souffrent. Je suis un retraité. Je pense aux milliers de retraités. Je pense aux milliers d'étudiants qui n'ont pas leur bourse. Je pense à la situation au niveau du CHU. Je pense à la situation de l'université Marion Wabi. Je pense aux travailleurs du CFCO. Je pense aux travailleurs de la mairie de Ouesso, qui, je crois, sont ceux qui cumulent près de 120 mois d'arriérés de salaire, c'est-à-dire pratiquement 10 ans. En pensant à ça, il faut que les Congolais ne soient pas silencieux sur ce problème. Notre responsabilité à nous tous. On a parlé de la responsabilité dite par Saint-Exupéry, mais notre responsabilité à nous tous, c'est de ne pas être silencieux, mais c'est d'apporter sa contribution pour que l'on avance. Je lance ainsi un débat que je trouve extrêmement important. J'ai lancé quelques pistes. J'ose espérer que les députés et les sénateurs
utiliseront ces pistes pour qu'on essaie d'avancer. Je pense également qu'il est bon pour que les sénateurs et les députés qui sont les représentants du peuple ne soutiennent pas le gouvernement dans cette politique qui consiste à protéger les responsables des scandales et crimes économiques et financiers. Ce n'est pas de cette manière qu'on construit le pays. Et que les gouverneurs arrêtent de dire aux Congolais que la situation actuelle s'explique par la crise mondiale, économique mondiale, exacerbée par des facteurs internes. Non. La situation actuelle, sur plusieurs plans, est véritablement due à la mauvaise gouvernance. Et il faut que nous en prenions véritablement conscience. Parce que c'est en faisant un bon diagnostic que le médecin vous donnera le bon remède qui vous sortira de la maladie. Et même au niveau de la gestion des affaires de la cité, il faut un bon diagnostic. Et le diagnostic, ce n'est pas celui de fausser la réalité des choses, mais de dire les choses vraies et de continuer à avancer. Donc, chers téléspectateurs, j'ai souhaité au moment où on va rentrer dans ce débat budgétaire, poser cette question, mais en donnant la réponse, en disant que le budget 2025, tel qu'il est présenté, ne sera pas sorti les Congolais de la misère et de la crise qu'ils connaissent depuis. Je souhaite que les Congolais, je souhaite que les sénateurs, je souhaite que les députés débattent sérieusement dans l'intérêt du peuple congolais. Et ce problème qui est extrêmement sérieux. Les Congolais souffrent trop. Ils savent que le Congo est un pays riche et ils ne comprennent pas comment ils sont plongés dans une misère et dans une souffrance à la fois intolérable et inacceptable. Nous sommes capables d'agir pour sortir ce pays de cette situation. Il nous suffit de deux choses, le courage et la volonté politique. C'est sur ces mots que je termine en vous remerciant pour l'attention que vous avez bien voulu accorder à cette émission. Et je souhaite que le samedi 19, nous nous retrouverons pour une nouvelle émission Grand Temps. Je vous remercie et souhaite que nous nous retrouvons prochaine. À bientôt. Merci pour votre aimable attention et à la prochaine.